N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chers internautes de Léon Joléo, merci d'être avec nous, merci de nous suivre. République démocratique du Congo, à l'étranger, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, Papa Odo, nous vous saluons. Là-bas, nous recevons Maître Sekera en exclusivité sur la chaîne Léon Joléo. Maître Sekera, il est membre du parti politique cher Mboussa à Nyamwisi. Il est aussi suppléant de l'honorable Eric Kamabou. Maître Sekera, Kasereka, bonjour et bonne arrivée. Oui, bonjour monsieur le journaliste, je suis Maître Sekera, Kasereka, qui va souvent. Et je voudrais préciser que je vais m'exprimer dans cette émission, c'est comme un citoyen, comme un citoyen de ce pays, comme une personne dans son indépendance d'esprit, parce qu'une personne a plusieurs casquettes. Et c'est à ce titre-là que je parle. Je parle à titre vraiment personnel. Vous m'avez contacté de façon personnelle. Donc je n'ai pas été mandaté, par exemple, par mon parti pour dire ce que je veux dire. Je n'ai pas été mandaté ni par l'honorable dont je suis assistant parlementaire, ni par l'honorable Kalendi qui est député professeur dont je suis le conseiller juridique. Je n'ai pas été mandaté par quiconque. Et donc tout ce que je veux dire ici n'engage pas ma structure, mais j'en parle tout simplement comme citoyen congolais qui a le droit à une opinion, le droit à l'expression, à la conscience, à la liberté. C'est à ce titre que je m'exprime dans votre émission. Merci beaucoup. Je suis Mwanam Penzi à la présentation de cette émission. Maître, vous êtes à Butembo maintenant. Quelles sont les dernières informations que vous avez? Nous sommes samedi 30 juillet 2022. Oui, en ville de Butembo, les dernières informations, c'est que depuis les manifestations anti-MONUSCO du 26, il y a eu dans la ville de Butembo, nous déplorons 11 morts. Il y a aussi plusieurs blessés, on parle de 25. En tout cas, il y a plusieurs blessés. Et l'enterrement des personnes qui sont décédées n'a pas encore eu lieu. Et hier, il fallait que les personnes décédées soient enterrées. Mais malheureusement, le compromis n'a pas vite été trouvé avec l'autorité urbaine. C'est ainsi que les corps ont été, parce que le point de divergence, c'était sur le lieu où il fallait les enterrer, parce qu'il y avait un comité de fête qui a été mis en place, constitué de différentes personnalités des forces vives de la ville. Et il y a eu un compromis tardivement, les corps ont été livrés le soir, et les jeunes, au lieu d'aller enterrer, elles ont estimé, ou le comité a estimé qu'il fallait passer une veillée mortuaire au rond-point VGH. Ceux qui sont à Butembo connaissent très bien l'endroit, au niveau là où il y a le monument historique de la ville de Butembo. Et les corps étaient là, il y avait les cercueils étaient là. Personnellement, je suis arrivé aussi là-bas vers 21h. J'ai vu qu'il y avait du monde, ils n'étaient pas très nombreux. Et malheureusement, la nuit, vers 2h du matin, la police avec l'armée sont venus disperser les manifestants et les corps ont été emportés. Dans les dernières minutes, nous apprenons que les corps seraient à Rwanda. Et, à Rwanda où, précisez? Bon, en fait, je n'ai pas la précision.
Mais ce que j'ai appris de mes sources, parce que nous avons des informateurs aussi sur terrain, et nous apprenons que c'est à Rwanda, parce que c'est là qu'il y a le camp militaire, et les corps ont été emportés dans des camions des militaires FARDC, et c'est là qu'ils sont, probablement. Je n'ai pas trop de précision, mais en tout cas, c'est ce que me disent mes sources, mais c'est toujours à vérifier et à confirmer, parce que les sources officielles n'ont rien dit jusque-là. Et le matin, nous sommes passés par là. Il y a eu trop de dégâts quand même. Il y en a qui disaient qu'il y a eu des morts hier, lorsque la police, disons, le matin, en fait, à 2 heures, lorsque la police dispersait les personnes qui étaient là. Mais cette information n'est pas confirmée. Parce que mes sources me disent plutôt qu'il y a une personne qui a quand même qui a reçu une balle dans la cuisse. Et voilà plus ou moins la situation. Le matin, la situation était calme. Les militaires les policiers étaient de part et d'autre de la route. Il y avait du feu en certains endroits sur le goudron, des barricades aussi, qui avaient été placées, bien entendu, hier, et il y en avait encore un peu ce matin. Et voilà un peu la situation. Maintenant, la situation, elle est très timide. Les activités ne reprennent pas vraiment. En fait, ce qui maintient le climat maintenant, un climat morose, en fait, dans la ville. Je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à toutes les familles, à toute la ville de Butembo, à la population de Goma, de Beni, du territoire d'Irumu, de Mambasa, et même dans le sud Kivu, du côté de Uvira là-bas, dans le sud Kivu aussi, parce que la sécurité, c'est beaucoup plus au nord Kivu, en Ituri et au sud Kivu. Donc, mes compassions, pour moi-même, parce qu'en fait, j'en fais partie. On ne peut pas savoir se dissocier d'une situation dont on souffre soi-même, en fait. Mais beaucoup plus aussi un mot d'encouragement. Parce que je m'imagine, vraiment, je suis peiné par ce qui se passe dans la ville actuellement. Les personnes qui sont décédées, c'est pas comme ça qu'on devait traiter les personnes qui sont décédées. Mine de rien, ces gens sont décédés parce qu'il y a un droit légitime qui est revendiqué, notre droit de vivre. Nous sommes en train de revendiquer notre droit de vivre, notre droit de vivre en paix. Des gens meurent, quel que soit ce qui est arrivé. J'ai bien dit que je ne partageais pas les actes de violence, mais je dis quel que soit ce qui est arrivé, il y a une revendication légitime. Des gens sont morts dans ces conditions. Et le traitement qu'on inflige à ces gens, imaginez-vous les familles, parce qu'on peut suivre la situation de loin, mais c'est un père de quelqu'un, c'est un époux de quelqu'un qui est mort, c'est un papa de quelqu'un. Et moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal que le traite comme ça les gens. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, si le maire de ville avait été prévoyant, parce que gouverner, c'est prévoir. Si on avait enterré hier, par exemple, dans l'avant-midi, ça nous aurait évité tout ce qu'on a vécu et hier et aujourd'hui. Voici qu'il y a un autre blessé, simplement parce que, bon, la situation n'est pas bien gérée. Il faut le reconnaître, il faut l'avouer, la situation n'est pas bien gérée. Alors moi, je voudrais vraiment en appeler à tout le monde, surtout aux autorités, de prendre des mesures qui sont de nature à apaiser la tension. Parce que la population, elle est blessée et c'est son droit d'être blessée. Parce que tu ne peux pas me gifler et me demander d'adopter un comportement de joie. C'est une population qui est tuée depuis plusieurs années. Quand elle revendique, c'est son droit de revendiquer. Oui, avec vous, maître, vous suivez la situation de près et de loin.
et surtout la situation en général donc à province du Nord Kivu, et même dans la province du Sud Kivu. Donc il y a la tension, il y a la population qui demande le départ de la MONUSCO. Et maître, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la MONUSCO, la population demande le départ de la MONUSCO? Oui, merci pour la question. En fait, le point de vue que je vais donner, ce n'est pas nécessairement mon point de vue. Mais je voudrais quand même, en fait, traduire, dire tout haut l'entendement de la population. Parce que moi, je suis sur place, j'écoute, je comprends, je sais ce qui se dit, je sens ce qui se dit, ce que pense la population. En fait, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que, d'abord, la population sait que les casques bleus de la MONUSCO sont ici pour, premièrement, pour la protection des civils. Ce qui n'est pas faux. Parce que quand vous lisez les résolutions du Conseil de sécurité, en tout cas, depuis un certain temps, l'accent a été placé sur la protection des civils. Et d'ailleurs, dans les résolutions du Conseil de sécurité, il est même dit que dans, dans, dans l'utilisation des ressources de la MONUSCO, il est demandé à ce que la priorité soit placée sur des questions liées à la protection des civils. Et la population le sait. Mais curieusement, cette population, parce que nous sommes ici, en fait, nous sommes dans la région la plus meurtrie, moi je peux même dire du monde. Parce que vous voyez ce qui se passe ici chez nous, où ça va bientôt faire 10 ans, qu'on égorge, on égorge les gens comme on égorge une poule, comme on égorge une chèvre. Nous sommes dans une zone où les gens sont tués de la manière la plus cruelle, la plus atroce. Et bientôt, nous allons faire 10 ans dans cette situation. Et le comble, c'est quoi? Parce que moi, je suis, comme vous l'avez dit, de près la situation. Je lis presque tous les rapports du groupe d'experts de l'ONU sur la situation. Je lis tous les rapports du BCNUDH. Je ne parle pas d'autres rapports. Je mets l'accent sur ces rapports. Pourquoi? Parce que les rapports du groupe d'experts, ce sont les rapports en fait du Conseil de sécurité. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Conseil de sécurité, c'est le gouvernement du monde. Et même dans ces rapports, il est dit que la MONUSCO est défaillante. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est vrai, la population le dit, le vit, en souffre. Nous en souffrons comme population, parce que j'en fais partie. Et même dans les rapports du Conseil de sécurité, cela est constaté. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, déjà depuis le début. Parce que déjà, si vous voyez les rapports de 2015, parce que les massacres, le dernier, avant parce que les massacres ont commencé en octobre 2014, il y a eu un rapport du groupe d'experts de janvier, et un autre rapport est venu en 2015. D'autres rapports ont été publiés en 2015. Et dans ces rapports-là, il est clairement fait état de l'incapacité des casques bleus de la MONUSCO à protéger la population. Ce n'est même pas une incapacité, ce sont des actes de non-assistance à personne en danger. Accusé, la MONUSCO accusée par le groupe d'experts de l'ONU. Et bien entendu, c'est cela aussi la population. Et la population se dit finalement, si nous pouvons être tués tout près des positions de la MONUSCO, bien entendu des FARDC aussi, si nous pouvons être tués, mais que font ces gens ici? Il y a cela. Il y a aussi ce qui se dit
Et ce qu'il faut vérifier, beaucoup de rescapés des massacres disent que lorsqu'il y a des hélicoptères, un hélicoptère qui passe dans un endroit, qu'à ce moment-là, il faut même commencer à fuir. Et dans l'entendement de la population, pour la population, la MONUSCO est parmi ceux qui ravitaillent l'ennemi ou qui sont complices des actes de l'ennemi. Et quand vous voyez la réaction de la population, c'est en fait cela. La population considère carrément la MONUSCO comme des ennemis. Et moi, je pense, l'erreur qui a été commise, parce que tous les faits ici dont je vous parle, c'est dans des rapports. C'est dans des rapports, même du Conseil de sécurité. Donc les rapports, parce que en fait, pour ceux qui ne le savent pas, les rapports du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC sont publiés comme des rapports du Conseil de sécurité. Donc ce sont des rapports du Conseil de sécurité, parce que déjà ils travaillent sous le mandat du Conseil de sécurité, de la même façon que la MONUSCO. Et tout cela, c'est dit. Mais je crois qu'il y a eu un déficit au niveau de la MONUSCO d'expliquer que non, nous ne sommes pas, de démontrer en fait à la population qu'ils sont là pour la population, tant dans la communication que dans les faits. Parce que lorsqu'on peut tuer, parce qu'il y a même un rapport de, celui-là c'est celui des députés, le premier rapport qui a été fait après le massacre de Béni, de novembre 2014. Les députés nationaux, je me rappelle, c'était une mission officielle dirigée par Madame Élisée Mounembo, l'honorable Madame Élisée Mounembo. À l'époque, elle était députée, même aujourd'hui. Dans ce rapport-là, il est constaté déjà à ce début que les populations sont tuées non loin des positions de la MONUSCO et des FARDC. Et c'est ça qui fait mal à la population. Des véhicules sont brûlés. Nous sommes à Butembo, c'est une ville commerciale. Majoritairement, les gens d'ici, nous sommes des Nandais, des gens qui ont commencé le commerce depuis longtemps. Et le commerce avec les pays de l'Est, l'Ouganda, la Chine aussi, beaucoup plus la Chine actuellement, même Dubaï. Et les marchandises transitent par l'Ouganda, passent par Kasindi, Beni, Butembo. Mais sur la route Beni, Kasindi, on brûle. Les véhicules sont brûlés presque chaque jour. La route Beni, Bunia, les véhicules sont brûlés presque chaque jour. La route Butembo, Goma, les véhicules sont aussi brûlés. Donc on sent que dans la stratégie de l'ennemi, on veut asphyxier la vie. D'abord, on massacre la population. D'ici, majoritairement en Inde, il y a des rapports. Je vais citer même le récent rapport disons, des deux députés, l'honorable de Yotama. Ils ont démontré que 98% des personnes qui meurent, ce sont des Nandais. Et moi, comme je te dis, je lis beaucoup sur la question. J'ai lu. Il y a une interview que le général Mukuntu avait fait avec le journaliste Nikez, dont je ne suis pas souvent d'accord avec le point de vue sur les massacres. Mais lui, qui ne parle pas du bien sur la tribu qui est massacrée, dans cette interview, le général Mukuntu, qui était le ministère public dans le procès Mamadou, même dans tous les procès là, des ADF, entre guillemets, dit aussi que les personnes qui sont tuées sont soit des Nandais, soit des personnes assimilées aux Nandais. Il y a un autre, si vous lisez le rapport de GEC, quelque part après le massacre de Rwangoma, il est fait état d'un militaire qui, quand les cadavres étaient en train d'être pris pour être amenés à la morgue, il a dit les Banandés sont en train de payer pour leur tribalisme. Vous allez aussi vous rappeler que la douane de Kasindi ici a été la douane la plus chère
à 2014, quand les massacres ont débuté. Et donc, il y a un génocide en fait. C'est ce que moi je voudrais dénoncer. Il y a un génocide. Le génocide, c'est l'acte criminel le plus grave. Les actes, les crimes les plus graves, il y en a les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le crime de génocide. Mais quand vous lisez même les théories, même des grands professeurs comme le Nyabirungu, le génocide, c'est l'acte le plus ignoble en fait de notre temps actuellement. Parce que ce sont des crimes qui ne touchent pas seulement les personnes qui sont visées, mais qui touchent, qui blessent la conscience de toute l'humanité. Et la population d'ici se sent abandonnée. La population sait qu'il y a un génocide qui est en cours contre nous, mais cette population se dit, nous sommes en face de la mission la plus importante des Nations Unies qui dépense plus de 1,5 milliard chaque année, mais nous sommes tués en présence de ces gens. Et les autres personnes qui sont sur le terrain là-bas, comme je vous l'ai dit, accusent même, à tort ou à raison, mais en tout cas, ça revient. Si vous arrivez, vous posez la question aux rescapés, ils vous diront qu'il y a des actes de complicité. Et c'est ça le problème. Alors, lorsque on arrive dans une telle situation, je pense que c'est une situation où la population a besoin d'être rassurée. C'est une population qui est en train de mourir, qui est en train d'être exterminée, sous l'œil. Parce que aussi, ce qu'il faut dire, la population, dans toutes les versions de faits qu'elle donne ici, dans les propositions qu'elle donne ici, vous sentez qu'il y a une inadéquation entre les décisions qui sont prises pour chercher la solution au problème et ce que la population croit être la solution. En fait, c'est quoi? La population voit le problème. Elle se fait une lecture du problème. Et elle identifie en fait le problème. Elle dit, pour mettre fin, d'abord, elle identifie ceux qui tuent. Notamment, il y a beaucoup d'unités des FARDC qui sont citées. Ici, ce n'est même pas moi. Il y en a qui sont même sous sanction du Conseil de sécurité aujourd'hui. Je vais vous citer. Le 1er janvier 2018, le Conseil de sécurité de l'ONU a placé le général Mundos sur la liste. Il a sanctionné. Et le Conseil de sécurité l'a accusé d'être, disons, d'avoir participé au massacre des civils pendant qu'il était le commandant des opérations. Mais je crois qu'il est encore en fonction dans les FARDC. C'est ce qui est incompréhensible. Parce que, en plus de ça, parce que quand vous lisez les rapports des experts, même les rapports du BCNUDH, le rapport de mai 2015 du BCNUDH, il y a des régiments qui sont cités dans les massacres, des régiments des FARDC, dont le 809e régiment et le 905e régiment. Le général Mundos est accusé dans le rapport du 23 mai 2016. Il est pratiquement présenté comme presque le constructeur du phénomène. Mais le comble, c'est quoi? On ne voit pas les personnes accusées, on ne voit pas le front judiciaire. La population l'a toujours réclamé. Il y a même le type ici, l'arabe ici, qui a été arrêté récemment. Et transféré à Kinshasa. Oui. Mais c'est sans suite. Donc la population, en fait, il y a un omerta. Le chef de l'État lui-même en a parlé. On sent qu'il y a une extermination de la population presque programmée, mais qui se fait, en tout cas, dans
dans un silence que la population ne comprend pas. On dirait un complot. Et c'est ça qui exacerbe avec la population d'ici. Si les gens ne comprennent pas. Ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de traduire le sentiment de la population de ce coin pour que le monde attende. Mais ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des choses nouvelles. Parce que c'est dans des rapports, même de l'ONU. Et le comble, c'est quoi? Ici, je voudrais, vous savez, le Conseil de sécurité, parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est que on ne comprend pas. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Comment comprendre que jusqu'aujourd'hui, la CPI ne s'est jamais saisie du dossier de Béni Ituri? Pourquoi? Est-ce que c'est normal que presque 10 ans après, le procureur de la CPI n'ait pas encore ouvert un dossier sur les crimes les plus graves qui se commettent actuellement dans notre temps, où des gens sont tués, les vies humaines sont devenues banalisées, mais aussi, lorsque le Conseil de sécurité sanctionne, je vous ai cité le général Mundos, il est sous sanction jusqu'aujourd'hui, mais il occupe toujours des hautes fonctions au sein de notre armée. Mais le minimum qu'on puisse dire, admettons que toutes les personnes citées, parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont cités dans les rapports du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais le comble, c'est que, admettons que ces gens jouissent, et c'est ça, ces gens jouissent de la présomption d'innocence. Mais qu'il n'y ait pas de procès pour que la justice établisse soit leur culpabilité, soit leur innocence, c'est là que ça cloche. Donc on dirait que le Conseil de sécurité sanctionne les gens, cite des gens, et que ça peut se passer comme ça. Parce que, mais dans l'entretemps, il y a un flou entre guillemets, autour de l'identité des tueurs. Mais vous disiez, on peut, la question la plus facile qu'on peut se poser. Lorsque le Conseil de sécurité cite les gens, lorsque le Conseil de sécurité sanctionne les gens, mais qu'on puisse continuer à dire que ceux qui tuent, ce sont des présumés, jusqu'aujourd'hui, des présumés ADF. C'est comme ça qu'on les appelle. Pourquoi ne pas prendre les gens qui sont cités par le Conseil de sécurité, c'est quand même le gouvernement mondial, le Conseil de sécurité, les amener à la CPI pour que ces personnes soient attendues et nous éclairent sur ceux qui tuent là-bas, pour qu'on connaisse les auteurs intellectuels et les auteurs matériels, et qu'ils soient mis fin au drame qui se passe là-bas. C'est tout ça le problème. Et ici, je voudrais vous dire, c'est que peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Les décisions que prend le Conseil de sécurité et les versions du Conseil de sécurité engagent les États, engagent aussi l'État congolais. Ça, c'est en vertu de l'article 24 de la Charte, parce que nous sommes un État membre du Conseil de sécurité. Et, disons, de l'ONU, nous sommes un État membre de l'ONU. Et les États membres ont déjà accepté que ce que le Conseil de sécurité fait dans l'exercice de ses fonctions, parce que c'est le Conseil de sécurité qui a la mission de maintenir la paix et la sécurité internationale, les États ont déjà accepté que les décisions que prend le Conseil de sécurité les engagent. Et quand vous lisez l'article, je crois, 13 du statut de Rome qui crée la CPI, cet article-là dit que il n'y a que le Conseil de sécurité, l'État membre ou le procureur lui-même qui peut se saisir des dossiers, n'est-ce pas, des crimes graves. Mais quand on sanctionne, le Conseil de sécurité, par exemple, sanctionne en 2015, ou bien au site, même récemment, dans le rapport de 2002, j'ai vu, le Conseil de sécurité a cité encore des noms dans le massacre de Tchabi. Le Conseil de sécurité, dans son rapport, cite les populations Hutus qui sont là. Il cite même le nom du commandant, de celui qui dirigeait ces gens-là, ces populations Hutus-là, qui ont participé au massacre. Parce que d'ailleurs, ce qu'il faut encore dire, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais reconnaît que parmi les tueurs, il y a les populations
soi-disant Banyaboucha, parce qu'ils ne sont pas de Banyaboucha, parce que les Banyaboucha, eux, viennent de Rutshuru. Mais ces populations ici ne viennent pas de Rutshuru. Parce que aussi, pour remémorer votre mémoire, il y a une circulaire qui interdit aux populations inconnues du gouverneur de la province du Nord Kivu. À l'époque, c'était le gouverneur Julien qui avait signé. Mais la vérité, c'est que quand le gouverneur dit que ces populations sont inconnues, et c'était sur la recommandation de l'Assemblée provinciale, parce qu'effectivement, il y avait eu des enquêtes, et là, vous vous rappellerez de l'interview qui passe souvent sur les réseaux sociaux de Rachid Toumbula, qui était porte-parole, paix à son âme, du gouverneur. Il dit, on a vérifié où ces gens prétendent, d'où ces gens prétendent venir. Ces gens ne viennent pas, en tout cas, des territoires congolais. Ils ne viennent ni de Walikale, ni de Massissi, comme il le prétendait, ni de Rutshuru. Donc ce sont des inconnus. Mais récemment, j'ai suivi le président de la société civile ici. Il y a même certains chercheurs comme Boniface Moussavoul et autres qui disent ces gens-là, ce sont des réfugiés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie et qui viennent là-bas. Et même quand vous lisez dans les rapports des experts de 2021, de juin 2021, des experts de l'ONU, ils vous disent que l'enjeu, quand ils ont fait les enquêtes, c'est la terre. Même dans le rapport d'août 2021 de l'Assemblée, qui était chapeauté par la Commission Défense et Sécurité, il a aussi dit que l'enjeu, c'est la terre. Mais aussi, les populations là sont aussi citées. Et comme je vous disais, dans le rapport là, toutes ces populations, il y a des gens qui sont cités, le rapport de 2022. Mais, disons, le statut de Rome dit aussi ceci. Lorsqu'un État est incapable ou manque de volonté de poursuivre les personnes qui ont commis ces crimes graves, le Conseil de sécurité, disons, à ce moment-là, la CPI, elle est compétente. Mais, en ce moment-là, puisqu'aujourd'hui, les personnes qui sont citées dans le rapport de l'ONU, du Conseil de sécurité, la personne ou les personnes qui sont sous sanction du Conseil de sécurité depuis plus de 5 ans ne sont pas poursuivies à l'intérieur de la RDC. Il fallait que le Conseil de sécurité saisisse lui-même la CPI. Pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité ne le fait pas? Pour des personnes que le Conseil de sécurité lui-même accuse d'être impliqué dans les massacres. C'est en fait tout ça qui frustre en fait la population de ce coin. On se sent abandonné. Et on sent qu'il y a comme s'il y avait un consentement pour que nous soyons exterminés collectivement, mais en présence des forces de l'ONU. C'est ça le problème. Oui, maître, la population est en train de mettre pression. Ceux qui me connaissent dans la ville de Butembo ici, j'ai même fait plusieurs campagnes de sensibilisation sur la non-violence. J'ai même dirigé une association, Jeunes pour la non-hypothèque du Congo. Nous sommes basés sur la non-violence. Nous sommes vraiment des disciples du Mahatma Gandhi. Ce qui s'est passé, les actes de violence, nous n'encourageons pas. Parce que la violence, en fait, la faiblesse de la violence, c'est que comment dire, lorsque vous revendiquez, que vous utilisez la violence, elle vide de sa pertinence vos revendications. C'est ça, en fait, le problème de la violence. Vous apparaissez aussi comme un hors-la-loi, alors que vous étiez en train de dire que vous revendiquez un droit qui est légitime. Donc, les actes de violence, nous ne pouvons pas les encourager. Mais nous encourageons des revendications pacifiques, parce qu'il y a de quoi revendiquer. Ça, il faut vraiment le dire. Il y a de quoi revendiquer. Et lorsque la population, vous dites, pour répondre à votre question, ça prend à la MONUSCO. Non, moi je pense que, en fait, ce que moi je vois dedans, c'est ce que la population exprime. La population exprime un sentiment d'exaspération, un sentiment de déception,
et elle l'exprime à sa manière. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens croient que la MONUSCO est impliquée dans le malheur, dans le malheur que nous vivons. C'est ça en fait l'idée, la conception, la compréhension qui est dans la population. C'est comme ça qu'elle s'en prend à la MONUSCO. Mais ces revendications là, est-ce que ça peut amener à un résultat? Je voudrais dire, dans le conseil de ministres d'hier, le président de la République a dit que c'était déjà décidé que la MONUSCO parte en 2024. Donc c'est déjà décidé que la MONUSCO va partir, parce qu'elle a quand même aussi fait longtemps dans le pays. Vraiment, il faut le dire clairement, le bilan de la MONUSCO, en tout cas sur le plan sécuritaire, sur le plan de sa mission de protection de la population, c'est au-delà de tout doute raisonnable, ce bilan est négatif, largement négatif. Et ça, on est en mesure de le prouver même par le rapport de l'ONU, parce que l'ONU aussi le dit. Et si je cite les experts de l'ONU, comme je vous ai dit. Alors, est-ce que cela peut amener à quelque chose? Moi, je pense que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est quoi? Dans notre constitution, il est dit que la population, c'est le souverain primaire. Et lorsque le souverain primaire s'exprime, parce qu'on a souvent dit ceci, ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Si la population, pour qui, ou bien en faveur de qui, la mission de l'ONU est censée être ici, dit que nous ne voulons plus de vous, moi je crois que l'attitude normale ou la conséquence, elle va de soi. Si quelqu'un dit, moi je viens vous aider, je vous dis, moi je ne veux pas de vous, lui il fait quoi? C'est ça. C'est ça en fait la question de fond. Parce qu'il faut en fait se dire la vérité. Il faut dire la vérité. Pourquoi? Vous savez, la vérité, on ne peut pas trouver une solution en dehors de la vérité. Si nous voulons qu'il y ait des solutions, il faut mettre le vrai problème sur la table. C'est ce que je suis en train de faire. Vraiment dans mon indépendance d'esprit. Parce que je sais que la vérité, elle est plus forte que nous. Et je sais aussi que la situation que nous traversons actuellement, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Parce que si cette situation se maintient, nous avons de la crainte, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations même futures. Nos enfants, est-ce que nous allons vraiment les laisser dans cette situation? Nous devons trouver des solutions. D'ailleurs, moi je me dis, avant de mourir, si nous resterons à vie, ou bien si nous serons parmi ceux qui vont périr, mais notre génération ici, nous devons nous battre pour que, avant que le dernier d'entre nous ne quitte cette terre, nous ayons résolu ce problème. Parce que nous ne devons pas laisser ce problème à nos enfants. Maître, vous, on peut savoir personnellement, quand vous voyez la MONUSCO en train de passer, sillonner partout, alors que nous sommes toujours sous les temps de sécurité, vous, qu'est-ce que vous passez? Non, en fait, c'est tout ça. La MONUSCO, elle est beaucoup plus dans des actes, dans des actions on dirait des actes beaucoup plus protocolaires, bureaucratiques. Donc vous allez voir les hélicoptères sillonnés, vous allez voir les casques bleus circuler dans des avenues. Mais ils ne sont pas là où on les attend le plus. C'est ça le vrai problème. On les attend là où les gens sont en train d'être massacrés. Mais depuis le début jusqu'aujourd'hui, on vous dira toujours, quand on a tué les gens, les forces de la MONUSCO n'étaient pas loin de là, mais ils ne sont pas intervenus. Ils sont arrivés en retard. On vous le dira toujours. C'est vrai, il y a eu quelques cas où on vous dit on a déjoué. Bien sûr aussi, ça reste à démontrer. On vous dit non, on a déjoué une attaque. Je crois que ça ne peut même pas être 5 fois. Il y a déjà eu actuellement, je pense que nous sommes déjà à plus de 1000 attaques. Depuis 2014, c'est sûr, on doit être déjà autour de 1000 attaques. Bon, sur les 1000 attaques, combien, ou bien disons,
sur 100% d'attaques qu'il y a eu, dans combien la MONUSCO est intervenue pour sauver les civils? En tout cas, ça ne peut pas être, si c'est à 5%, sinon c'est trop. Si c'est à 10%, sinon c'est déjà un exploit. Donc, en réalité, moi je pense aussi, quand j'ai lu surtout la résolution de 2018, je crois, où pour la première fois, il y a eu le thème génocide qui a été utilisé. Mais quand vous le lisez, moi je pense qu'il y a un problème d'évaluation. Il aurait fallu que le Conseil de sécurité mette en place un système d'évaluation au cas par cas et puis chaque fois s'atteler au résultat. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu un massacre, il faudrait que, par exemple, le contingent qui était là, le commandant du contingent qui était sur place puisse expliquer sur ce qui s'est réellement passé. De telle sorte que, si on trouve qu'il a failli, qu'il y ait des sanctions et qu'il fallait qu'il y ait un accent mis sur l'action telle qu'elle se passe sur terrain et qu'il y ait une évaluation au cas par cas chaque fois que les massacres se font pour qu'il y ait des mesures qui soient directement prises pour rectifier les erreurs qui ont été commises. Mais ici, nous sommes dans une situation où les abstentions coupables sont devenues la règle. Donc maintenant, on tue toujours les gens non loin des positions de la MONUSCO. Il n'y a rien qui est fait. Et on les voit plutôt en train de se balader dans la rue. En fait, comme je vous l'ai dit, ils sont plus là où on les attend le moins. Et c'est ça le grand problème qui se passe dans cette région. Merci beaucoup, Maître Sekera. Votre dernier mot avant de boucler notre entretien. Moi, mon dernier mot, c'est que je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à toutes les familles, à toute la ville de Butembo, à la population de Goma, de Beni, du territoire d'Irumu, de Mambasa, et même dans le sud Kivu, du côté de Uvira là-bas, dans le sud Kivu aussi, parce que la sécurité c'est beaucoup plus au nord Kivu, en Ituri et au sud Kivu. Donc, mes compassions, pour moi-même, parce qu'en fait j'en fais partie, on ne peut pas savoir se dissocier d'une situation dont on souffre soi-même en fait. Mais beaucoup plus aussi un mot d'encouragement. Parce que je m'imagine, vraiment je suis peiné par ce qui se passe dans la ville actuellement. Les personnes qui sont décédées, c'est pas comme ça qu'on devait traiter les personnes qui sont décédées. Mine de rien, ces gens sont décédés parce qu'il y a un droit légitime qui est revendiqué, notre droit de vivre. Nous sommes en train de revendiquer notre droit de vivre, notre droit de vivre en paix. Des gens meurent, quel que soit ce qui est arrivé. J'ai bien dit que je ne partageais pas les actes de violence, mais je dis quel que soit ce qui est arrivé, il y a une revendication légitime. Des gens sont morts dans ces conditions. Et le traitement qu'on inflige à ces gens, imaginez-vous les familles, parce qu'on peut suivre la situation de loin, mais c'est un père de quelqu'un, c'est un époux de quelqu'un qui est mort, c'est un papa de quelqu'un. Et moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal que le traite comme ça les gens. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, si le maire de ville avait été prévoyant, parce que gouverner, c'est prévoir. Si on avait enterré hier, par exemple, dans l'avant-midi, ça nous aurait évité tout ce qu'on a vécu, et hier et aujourd'hui. Voici qu'il y a un autre blessé, simplement parce que, bon, la situation n'est pas bien gérée. Il faut le reconnaître, il faut l'avouer, la situation n'est pas bien gérée. Alors moi, je voudrais vraiment en appeler à tout le monde, surtout aux autorités, de prendre des mesures qui sont de nature à apaiser la tension. Parce que la population, elle est blessée, et c'est son droit d'être blessée. Parce que tu ne peux pas me gifler et me demander d'adopter un comportement de joie. C'est une population qui est tuée depuis plusieurs années. Quand elle revendique,
C'est son droit de revendiquer. Merci beaucoup, Maître Sekera. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous vous disons merci de nous avoir accueillis dans votre salon. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Chers internautes de Léon Joléo, nous sommes à la fin de notre entretien. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation. Au revoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.